Le projet de constitution écologique est né de la volonté du gouvernement actuel, du gouvernement d'Emmanuel Macron, de réformer la constitution française, chose qui n'arrive pas très souvent, même s'il y a souvent des amendements, etc., qui sont faits tous les 10 ans, 20 ans. On s'est emparé en fait de cette opportunité de réformer la Constitution pour porter une proposition qui est de ok, on va réformer la Constitution, mais ce qui nous semblait super important, c'est de mettre enfin l'environnement dans cette Constitution-là. Parce que actuellement, dans l'article 1er de la Constitution, il n'y a rien qui est mentionné concernant l'environnement. Il y a l'article, la charte de l'environnement qui a été votée il y a 15 ans. Et donc, il n'y avait rien de concret concernant la protection de l'environnement dans la Constitution, qui est quand même le socle du droit français et qui fait quand même valeur de fondement de la République. Le gouvernement lui-même portait une réforme qui était de mettre dans l'article 34 une proposition en rapport avec l'environnement, mais qui était très faible et pas du tout contraignante, qui en fait signifiait juste de donner le droit à telle personne de légiférer concernant le climat et l'environnement, ce qui ne changeait pas grand-chose et ce qui n'était pas du tout contraignant et pas du tout à la hauteur des enjeux actuels et en tout cas de l'urgence climatique. Et donc nous on s'est dit ok, on va profiter de la volonté du gouvernement de quand même mentionner le climat et l'environnement dans la Constitution, mais allons-y carrément et portons une vraie proposition qui veut protéger le climat, la biodiversité, mentionner les limites planétaires et le principe de non-régression, ce qu'on va peut-être expliquer après, mais voilà, dans la Constitution, et quoi de mieux que l'article 1er qui est l'introduction de la Constitution française pour porter ces grosses mesures. On a d'abord travaillé avec plusieurs associations, donc jeunesse, avocats, juristes, Refed, Warn et Nat, pour finalement co-créer la réécriture de notre article 1, l'article 1 qu'on connaît de la Constitution française. Donc on parle notamment d'une république qui soit solidaire et écologique, premièrement. Et pour se donner les moyens d'action, on a deux principes qu'on veut introduire dans cet article, qui sont les limites planétaires. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit qu'on produit, on surproduit, et finalement on ne laisse pas le temps au sol de s'acclimater, de se ressourcer, de redevenir fertile. Donc il faut prendre conscience qu'on ne peut pas continuer à produire. Il faut un moment se stopper et réussir à comprendre que la planète a ses limites et qu'il faut respecter ses limites. Et deuxièmement, le principe de non-régression, c'est tout bête, c'est-à-dire que, imaginons que le gouvernement passe une loi aujourd'hui, en 2018, et dans un mois, dans un an, dans 5 ans, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, le gouvernement peut dire, mais finalement, cette loi, on va soit réduire le pourcentage d'émissions ou on va complètement la mettre à mal et l'enlever du processus de loi finalement. Donc avec ce processus de non-régression, on dit, dans le cadre de l'environnement, on fait un pas vers l'environnement, mais dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, on ne pourra pas revenir en arrière. Donc c'est une garantie de protection de l'environnement. Et ça va totalement dans l'idée quand on parle d'environnement, on parle de long terme, on ne parle pas de court terme. Donc c'est aussi, je pense, traduire cette mentalité-là, de voir sur le temps long et de comprendre que effectivement, il y a des aspects qui se voient au court terme, mais l'environnement, c'est pas possible. Il faut voir sur le long terme, il faut se projeter. Et si on ne se projette pas, on ne peut pas protéger la planète. Effectivement, actuellement, il y a déjà des textes de loi qui existent, qui ont été votés et qui doivent garantir en tout cas la protection de la biodiversité, du climat, de l'environnement, notamment la charte de l'environnement et d'autres lois qui ont été votées. Mais le fait de le mettre dans l'article 1 de la Constitution, ça a déjà une énorme valeur symbolique. C'est-à-dire que voilà, en disant, en préambule de la Constitution, que la République française est une république écologique et solidaire et que l'État est garant de la protection de la biodiversité, de la protection du climat, respecte les limites planétaires et respecte le principe de non-régression, c'est déjà un énorme pas symbolique et en tout cas, ça donne le ton de ce qu'est maintenant la politique en France et ce qu'est le droit en France. Ensuite, ça donne aussi une légitimité, une crédibilité en tout cas, pour les actions qui veulent aller dans ce sens. Ça va donner une ligne directrice aux futures actions politiques, aux futures actions des entreprises. Les entreprises, si elles voient que maintenant l'article 1er de la Constitution doit garantir ces principes-là, peut-être va davantage réorienter sa politique et va peut-être
plus facilement engranger une stratégie de transition écologique. Et en tout cas, ça sera plus facile pour n'importe quel citoyen ou pour n'importe quelle entité d'attaquer en justice l'État français qui ne respecterait pas ces mesures-là. On voit aujourd'hui que de plus en plus de citoyens et de plus en plus d'entités commencent à saisir la justice et commencent à utiliser le droit pour justement faire entendre leur voix et dire que voilà, aujourd'hui l'Union européenne n'est pas garante de la protection de l'environnement et l'impact est sur nous, être vivants et même surtout vivants, mais en tout cas nous en tant que citoyens européens. Il y a de plus en plus de citoyens même aux États-Unis, il y a des enfants qui ont attaqué l'État américain pour non-respect de la protection de l'environnement. Et voilà, le fait de le mettre en article 1er, en préambule de la Constitution et que ce soit acté comme ça, je pense que le recours juridique sera beaucoup plus facile d'une part et beaucoup plus légitime. Et en tout cas, les gens auront conscience que maintenant, aujourd'hui, notre Constitution est écologique et qu'il faut que maintenant les gestes suivent. Je pense ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est surtout prendre conscience que c'est un outil qui peut être utilisé par les citoyens. Les citoyens ne sont pas passifs face à la politique et à la transformation de la société ou à la transition qu'on va engager. Au contraire, ils sont tout à fait actifs. Donc avec cet outil-là, en pouvant déclarer finalement l'anticonstitutionnalité, ils peuvent se saisir des outils, les mêmes outils que l'État utilise aujourd'hui. Donc ils seront au même niveau. Anne-Sophie parlait du People's Climate Case, donc l'Union européenne attaquée finalement pour ne pas avoir pris conscience, ne pas avoir pris d'action pour protéger finalement ces paysans. Il y a, je crois que c'est 12 familles qui portent ce cas-là en disant voilà, l'Union européenne ne nous a pas aidés aujourd'hui, on est en train de perdre nos productions et ça a un impact sur nos vies. Quelle est la responsabilité de l'État? Quelle est la responsabilité de l'Union européenne? Et pareil, aux États-Unis, avec ce fabuleux appel qui est Youth versus Government, c'est la première fois que la jeunesse attaque le gouvernement des États-Unis en disant vous détruisez notre futur. C'est ça. Ça, c'est une très bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une réelle prise de conscience dans la jeunesse. Aujourd'hui, c'est les jeunes qui ont vraiment le pouvoir de changer les choses pour leur futur et pour les futures générations. Et je pense qu'il faut se saisir de cette opportunité-là, de se faire entendre, parce que oui, ça concerne notre avenir à nous en premier, et puis l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, et qu'on porte aujourd'hui la responsabilité des non-actions des générations précédentes, et que c'est à nous aujourd'hui de se bouger pour préserver non seulement notre avenir, mais l'avenir des générations qui vont venir. J'aime beaucoup cette question, elle nous a été posée beaucoup de fois, et en tout cas pour faire un petit historique et peut-être pour expliquer un peu mieux d'où vient la constitution écologique et cet appel, nous, quand on nous a contactés pour créer un projet autour du potentielle constitution écologique, notre idée c'était vraiment de partir sur l'idée on va faire un appel de la jeunesse pour une constitution écologique. Pour nous ça nous paraissait tout à fait logique, et en fait quand on a commencé à contacter les différents partenaires, on s'est rendu compte finalement que il y avait beaucoup d'opposition quand on parle de jeunesse, et c'est quelque chose qui dérangeait. On ne voulait pas forcément s'associer à un projet jeunesse. Bah oui, ça inclut pas tout le monde, la jeunesse c'est quand même assez spécifique, etc. Mais nous, notre idée c'était pas ça, au contraire, c'était un appel pour la jeunesse, pour tout le monde. Non, de la jeunesse en tout cas. Oui, de la jeunesse, et c'était dans l'idée qu'on est porte-parole finalement, mais de toutes les générations. C'est un projet qui est intergénérationnel, c'est ça qu'il faut comprendre. Et on s'est retrouvé face à des partenaires, à des gens qui ne voulaient pas. Donc du coup, on a finalement rebrandé finalement tout cet appel en parlant d'un appel pour une constitution écologique sans mention de la jeunesse, même si les porteurs, on le voit bien, sont des jeunes. Et une autre petite parenthèse, pourquoi c'est la jeunesse qui porte ce message? Je pense que c'est très très important, parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment que la jeunesse n'est pas légitime dans quoi que ce soit. Quand on sort des études, quand on cherche un travail, il y a beaucoup de barrières. On nous dit bah non, vous n'avez pas assez d'expérience, vous ne connaissez pas ça, vous êtes trop jeune, mais pourquoi vous voulez travailler dans ce domaine-là? Il y a des barrières. Et quand on parle d'environnement, même c'est le cas aussi quand on parle d'environnement, bah non, vous n'avez pas l'expérience, vous n'êtes pas expert, etc. Et ce
qui est important avec cet appel, c'est de dire qu'on n'a pas besoin d'être expert, que la jeunesse est légitime. Et il faut se donner les moyens d'être légitime. On est né dans une période où on n'a pas eu le choix que de s'adapter et de comprendre le mécanisme et la transition à faire. Avant, il n'y avait pas cette prise de conscience. Ils ne sont pas nés avec cette prise de conscience. Donc l'adaptation est peut-être plus compliquée pour eux. Mais nous, on n'a pas eu le choix. Il faut regarder vers l'avenir. On ne va pas arrêter de regarder vers le passé. Aujourd'hui, le constat, il est fait depuis des années et des années et des années. La situation, ça ne va pas. Bon, très bien. Nous, en tant que jeunes, oui, la situation, ça ne va pas, mais on ne va pas s'arrêter pour dire, la situation, on peut rien faire, donc du coup on va s'asseoir et puis on va regarder les trains passer et puis rien va se passer. Non, au contraire, il faut transformer ce constat et nous, c'est ce qu'on essaye de faire, on transforme ce constat en action positive pour donner à chacun, aux citoyens, le potentiel, les outils de devenir acteur d'aujourd'hui avant tout, parce qu'on parle souvent, quand on parle d'environnement, on parle de futur. Non, c'est aujourd'hui qui est important. Tout simplement déjà en signant l'appel, en montrant que ça c'est super simple à faire, ça prend 2 secondes, en montrant qu'on est impliqué, etc. Après, il y a tout un tas de gestes ou d'actions quotidiennes qu'on peut mener pour transformer son quotidien et pour adopter un mode de vie plus responsable et plus durable. Et ensuite, c'est s'emparer vraiment des questions, c'est se mobiliser quand il y a des occasions de se mobiliser, c'est de faire entendre sa voix, c'est d'essayer d'influencer, en tout cas de sensibiliser son entourage, c'est de s'engager dans des associations. Aujourd'hui, je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ont pris conscience, mais qui se disent effectivement, j'ai conscience de ça, mais je ne sais pas par où commencer. C'est trop dur, je ne comprends pas ce que j'ai besoin de faire. La première chose qui est vraiment facile à faire entre guillemets, c'est de changer son quotidien, de changer ses actions, sa manière de consommer, etc. Et ensuite, je pense que ce qui est vraiment crucial aujourd'hui, c'est de se regrouper et de s'organiser. Je pense que ce qui a manqué ces dernières années et ce qui manque encore aujourd'hui, c'est de mener des actions collectives, organisées, pour avancer plus loin, de manière plus efficace ensemble. Et aujourd'hui, je pense que la jeunesse a peut-être une occasion de se rassembler et en tout cas de parler d'une seule voix pour vraiment peser sur les décisions politiques ou juridiques. Alors, en fait, c'est le gros morceau. Tout simplement, le travail est un peu divisé entre les différentes associations porteuses du projet. NAT, donc Notre Affaire à tous, composé d'avocats et de juristes, eux font tout ce qui est travail de plaidoyer, lobby auprès des parlementaires. Donc ils ont des équipes, ils sont en constante communication avec les parlementaires et ils connaissent assez bien l'agenda. Donc eux ont plus le pouvoir d'aller finalement influencer, peut-être pas influencer, mais parler en tout cas de cette question-là. Et en fait, c'est à travers NAT qu'on a réussi à soumettre notre écriture de l'article 1 de la Constitution. Et c'est à partir du moment où la question de la réforme de la Constitution est rentrée dans les débats, finalement on a été assez pris de court parce que la question de l'environnement, en tout cas de l'inclusion du climat et de la biodiversité portée par notre article et portée par Nicolas Hulot aussi en parallèle, a été très très vite acceptée par le gouvernement en tout cas. En ce qui concerne le principe de non-régression et des limites planétaires, il y a eu quelques mentions de la part de Nicolas Hulot, mais pas d'écriture concrète en tout cas de ces deux notions au sein de l'article, ou en tout cas un rappel de ces deux notions au sein de la Constitution. Donc on va dire que pour tout ce qui est on va dire plus politique et pour coller à l'agenda parlementaire, ce sera plus Nat qui va s'en occuper. Et nous, de notre côté, on essaye vraiment d'ouvrir le débat et d'inclure, c'est ça l'idée, c'est d'inclure la société civile pour que la société civile s'empare de la question tout simplement. Et je veux rebondir sur la question que tu posais tout à l'heure sur qu'est-ce que ça change et les moyens d'action. Je pense que à travers cet appel, ce qu'on veut essayer de faire comprendre, c'est tout simplement que chacun peut saisir de la question et que chacun peut comprendre. Et qu'aujourd'hui, on pense que c'est compliqué. Quand on parle d'environnement, quand on parle de droit, c'est compliqué. Même moi, le premier, quand on m'a parlé du projet de réforme de la Constitution
Donc je me suis dit, mais pourquoi enfin, j'ai pas du tout le bagage nécessaire pour porter ce projet, pour intégrer ce projet-là, etc. Et finalement, en travaillant voilà, sur ce projet, en travaillant avec les partenaires, en essayant de rédiger un récit aussi commun, moi je me suis rendu compte que c'était pas du droit qu'il fallait parler, c'était juste d'une évidence. Et que la protection de la planète, les limites planétaires, le principe de non-régression, la protection de la biodiversité, c'était une évidence. Et il n'y a pas besoin de parler de droit. Alors il faut s'adapter au langage du gouvernement, mais pour notre génération, pour les générations en tout cas qui sont proches de la nôtre, j'ai l'impression que c'est une évidence. Et on veut faire passer ce message-là. Et c'est à travers, en utilisant l'évidence, en utilisant finalement tout ce qui a trait à l'émotion, à la personne, qu'on va réussir à les capter et à dire, bah voilà, on parle d'environnement, mais la plupart du temps, quand on parle d'environnement, c'est oh là là, bah ça va pas. Alors oui, on a vu toutes les unes de cet été, canicule, les records qui sont battus d'année en année. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Est-ce qu'on en prend connaissance? Est-ce qu'on agit? Est-ce qu'on fait quelque chose? On fait quelque chose. On essaye de faire quelque chose. Ce qui est vraiment bien avec cette carte, c'est que ça sert vraiment à prendre conscience que les effets du changement climatique, ils auront lieu aussi en France. Aujourd'hui, quand on parle de montée des eaux, quand on parle de sécheresse, quand on parle, on voit les pays d'Asie, on voit les pays d'Afrique, on ne pense pas à la France. Or, en France, comme partout, la France ne sera pas épargnée, la France fait partie aussi du monde. En fait, il faut envisager ça comme un tout. Le monde, on vit dans une seule planète. Et donc, cette carte-là servait à montrer que, oui, en France, il y aura aussi la montée des eaux. En France, les villes côtières sont aussi menacées. Les productions agricoles, viticoles sont menacées. La neige qui fond, comment vont faire les skieurs pour aller skier dans les Alpes, les centrales nucléaires qui représentent aussi un danger, la pollution qui est de plus en plus présente, notamment à Paris ou dans des grosses villes où ça devient de plus en plus difficile de respirer un air pur. Tout ça était montré dans la France, qui serait la France de demain si on ne fait rien. Et à côté de ça, on a un modèle en fait. C'est justement quand Jason parlait d'un récit commun et d'un récit qui serait porté vers le futur. Nous, ce qu'on essaie de porter avec cet appel, c'est ce récit d'un futur souhaitable et d'un futur possible qu'on pourrait avoir si on prend aujourd'hui tous une action. Et qu'est-ce qu'on aimerait voir comme France? On n'aimerait pas voir une France où les villes sont submergées par les eaux, où toutes les villes sont polluées, où il n'y a plus de récoltes agricole. Nous, ce qu'on aimerait, c'est de voir une France où le développement des énergies renouvelables est vraiment effectif, où on n'utilise plus de pesticides, où du coup on s'appuie sur une agriculture biologique, sur de la permaculture qui fait que les sols reprennent vie. On aimerait voir les montagnes sauvegardées, on aimerait voir une mobilité différente. Les gens prenant le vélo ou prenant des modes de transport plus responsables et plus durables que la voiture ou que l'avion. Qu'est-ce qu'on avait d'autre sur la carte? On a plein de choses et finalement l'objectif pour nous c'était de parler d'environnement de façon systémique. C'est-à-dire que l'environnement, comme disait Anne-Sophie, ça touche tout. Mais au-delà de ça, ça touche quand on parle d'environnement, quand on parle d'un monde qui est touché par le réchauffement climatique. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va y avoir des pans entiers de pays, de continents qui sont voués à disparaître à cause de la sécheresse, à cause des réfugiés climatiques. Donc ça va être des pans entiers qui vont soit disparaître sous les eaux, soit être atteints de sécheresse, et donc du coup un mouvement de population. Donc qu'est-ce que ça veut dire ce mouvement de population? Ça veut dire recréer quelque chose derrière avec ces populations, comment les intégrer à une société qui existe déjà, et surtout, pour moi, ce qui me semble assez dangereux, c'est surtout la perte de la culture qu'on va devoir faire face à toute une perte des différentes populations, des différentes ethnies qui ne pourront pas se reconstruire parce qu'elles n'auront pas leur base finalement. Donc on parle de culture, on parle des transports, on parle de biodiversité, on parle d'éducation parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui c'est ça, c'est aller chercher les gens qui n'ont pas les connaissances ou qui ne sont pas intéressés
pour essayer un peu petit à petit de planter la graine en disant bah voilà, qu'est-ce que ça t'évoque quand on parle de perte de biodiversité, de réduction de la production viticole française de 25% l'année dernière, quand on parle de la mort des abeilles, et tout ça c'est concret. Et puis avant tout c'est proche de nous. C'est ça qu'il faut se dire. Quand on parle de l'environnement, on parle d'ours polaires, de fonds des glaces, de montée des eaux dans les petites îles du Pacifique. Alors ça, on en a partout, hein. Mais malheureusement, c'est horrible à dire, mais tout le monde s'en fiche. Parce qu'on est dans notre confort, c'est trop loin. Et aujourd'hui, pour essayer de toucher, il faut essayer d'aller au plus proche de la personne qui est en face de soi. En disant, mais quel impact ça va avoir sur toi? Quand on parle de vin, quand on parle de chocolat, les gens, ils font la tête, hein. Parce qu'ils se disent, ah oui d'accord, ah ben j'avais pas pensé, ah oui quand même, ah d'accord. Les animaux ça marche bien aussi, les flamants roses qui sont voués à disparaître, les abeilles, petit à petit il y a une prise de conscience. Et donc effectivement oui, l'environnement c'est pas juste la planète, c'est tout le système. Et l'environnement, enfin le problème du changement climatique est systémique, il faut l'adresser dans tous les domaines. Malheureusement hier Nicolas Hulot a quitté le gouvernement et c'est vraiment... Pour moi, c'est ce dont il parlait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un ministre de l'environnement. Il est censé y avoir des ministres de l'environnement pour chaque ministère. Parce que chaque domaine est censé être concerné, c'est pas être censé, est concerné par l'environnement et par la protection de la planète. On a le 22 avril dernier planté un arbre en tant que symbolique pour lancer cet appel pour une transition écologique. Et de là, on essaye de créer un récit avec les entreprises, avec les médias, avec les associations. Et finalement, le 15 octobre, c'est aussi le fil continu d'un récit pour réussir à faire qu'enfin on arrête de cloisonner, comme disait Anne-Sophie, le milieu politique, le milieu associatif, le milieu de la société civile et autres, pour enfin créer quelque chose de commun. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça fait peur de créer quelque chose de commun. Mais on est tous, comme je disais, au même étage. C'est juste qu'on se croit peut-être inférieur, on se croit peut-être supérieur, mais non. On est tous là, on est tous humains, on a tous des émotions, et c'est ça le fil rouge.